Cependant, je désirais ardemment mes parents rejoindre quelques actions. Les Anglais envahiront Flessingue et menaceront Anvers. J'ai couru comme volontaire à la défense de cette place. Flessingue fut évacuée et ma nomination des chemins me rappela auprès du prince. À ce poste honorifique, j'avais besoin, dans mes idées, de joindre quelques occupations utiles. J'ai demandé et j'obtins d'être membre du Conseil d'État. Alors se succéderont des missions de confiance. Je fus envoyé en Hollande au moment de sa réunion, puis recevoir des objets relatifs à la marine. En Hillery peut y liquider la dette publique et dont la moitié de l'Empire peut inspecter les établissements publics des bienfaisances. Dans un dernier malheur, j'ai reçu des douces preuves qu'après moi, je vais laisser quelque estime dans les pays où j'avais été envoyé. Cependant, la Providence avait posé un terme à nos prospérités. On connaît la catastrophe de Moscou, les malheurs de Leipzig, le siège de Paris. J'ai commandé dans cette cité une de ces légions qui sonnera les 31 morts de la perte d'un assez grand nombre de citoyens. À un moment de la capitulation, j'ai remis mon commandement entre les mains de celui qui venait après moi. Je me croyais, et d'autres titres, d'autres devoirs encore auprès de la personne du prince. Mais je ne pus gagner Fontainebleau à temps. L'empereur abdiqua et le roi vint régner. Alors ma situation devint bien plus étrange encore qu'elle ne l'avait été 12 ans auparavant. Elle triomphait. Enfin, cette cause à laquelle je vais sacrifier ma fortune, pour laquelle j'étais demeuré 12 ans en exil au dehors, 6 ans dans l'abnégation. Au dédain, elle triomphait enfin et pourtant les points d'honneur et d'autres doctrines allant m'empêcher d'en recueillir aucun bien. Quelle marche aurait été plus bizarre que la mienne? Deux révolutions s'étaient accomplies en opposition l'une de l'autre. La première m'avait coûté mon patrimoine. La seconde aurait me pu coûter la vie. Aucune des deux ne me procurait davantage résultat. Les vulgaires ne verra là-dedans qu'une tergiversation fâcheuse d'opinion. Les intrigants diront que j'ai été 2 fois dupe. Les petits nombres seulement comprendra que j'ai 2 fois rempli des grands et d'honorables devoirs. Quoi qu'il en soit, mes anciens amis dans la marche que j'avais suivis n'avaient pu m'enlever ni l'affection ni l'estime devenus aujourd'hui tout puissants, m'appelant à eux. Il me fut impossible d'écouter leur bienveillance. J'étais dégoûté, abattu. J'ai résolu que ma vie publique avait fini. Devais-je m'exposer au faux jugement de ceux qui m'observaient? Chacun pouvait y lire dans mon cœur. Devenu français jusqu'au fanaticisme, ne pouvant supporter la dégradation nationale dont, au milieu des baïonnettes ennemies, j'étais chaque jour les témoins. J'essayais
d'aller me distraire. Loin des malheurs de la patrie, je l'ai passé quelques mois en Angleterre. Comme tout m'y parut changé, c'est que je l'étais beaucoup moi-même. J'étais à peine de retour que Napoléon reparut sur nos côtes. En un clin d'œil, il se trouva transporté dans la capitale. Son combat, sans excès, sans effusion de sang. J'ai tracé. J'ai cru voir la sueur étrangère effacée et toute notre gloire revenue. Les destins en avaient ordonné autrement. À peine suis-je l'empereur arrivé de Waterloo, que je fus spontanément me placer de service auprès de sa personne. Je me trouvais au moment de son abdication et quand il fut question de son éloignement, je lui demandai à partager ses destinées. Tels avaient été jusque-là les désintéressement, la simplicité, quelques en diront la niaiserie de ma conduite, qu'il marrait mes relations journalières comme officier de sa maison et membre de son conseil. Il me connaissait à peine. Mais savez-vous jusque votre ouf peut-vous conduire? Me dit-il dans son étonnement. Je ne l'ai point calculé, répondis-je. Je m'accepta et je suis à Sainte-Hélène. À présent, je me suis fait connaître. Le lecteur a mes lettres de créance en ses mains. En foule de mes contemporains sont vivants, on verra s'ils s'enlèvent un seul peu les infirmer. Je commence mardi 20 juin 1815. Je prends le retour de l'empereur à l'Élysée et je vais m'y placer spontanément de service. Je me trouve avec messieurs de Montalembert et des Montalons amenés par le même sentiment. L'empereur venait de perdre une grande bataille. Le salon de la France était désormais dans la chambre des représentants, dans leur confiance et leur zèle. L'empereur accourait avec l'idée de se rendre encore tout couvert de la poussière de la bataille. Au milieu de la disposer nos dangers, nos ressources, de protester que ses intérêts personnels ne seraient jamais un obstacle au bonheur de la France et repartir aussitôt. On est sûr que plusieurs personnes l'ont décidé en lui faisant craindre une fermentation naissante parmi les députés. Du reste, on ne saurait comprendre encore tout ce qui se répand sur cette malheureuse bataille. Les uns disant qu'il y a eu trahison manifeste, d'autres fatalités sans exemple. 30 000 hommes commandés par Grouchy ont manqué l'heure de lâcher-main et ne se sont pas trouvés à la bataille. L'armée, victorieuse jusqu'au soir, a été, dit-on, prise subitement vers les 8 heures d'une terreur panique. Elle s'est fondue et en instant sécrétie, Azincourt est ici. Chacun tremble. On croit tout perdu. Mercredi 21. Tout hier soir et toute la nuit, la représentation nationale, ses membres, les milieux intentionnés les plus influents sont travaillés par certaines personnes qui produisent à les en croire les documents authentiques des pièces à peu près officielles garantissant le salut de la France par la seule abdication de l'empereur, disons-ils. Ce matin,
Cette opinion était devenue tellement forte qu'elle semblait irrésistible. Les présidents de l'Assemblée, les premiers de l'État, les meilleurs amis de l'empereur viennent le supplier de sauver la France en abdiquant. L'empereur, peu convaincu, répond néanmoins avec magnanimité. Il abdique. Cette circonstance occasionne le plus grand mouvement autour de l'Élysée. La multitude s'y presse et témoigne le plus vif intérêt. Nombre d'individus y pénétrant, quelques-uns même de la classe du peuple en escalatant les murs, les en pleurs, d'autres avec les accents de la démence viennent faire à l'empereur qui se promène tranquillement dans le jardin des offres de toute espèce. L'empereur seul reste calme et répond toujours de porter désormais ce zèle et cette tendresse au salut de la patrie. Dans ce jour, je lui ai présenté la députation des représentants. Elle venait de remercier de son dévouement à la chose nationale. Les pièces et les documents qui ont produit une si grande sensation et amené les grands événements aujourd'hui sont, dit-on, des communications régulières de M. Fouché et Metternich, dans lesquelles ce dernier garantit Napoléon II et la régence. Si l'empereur veut appliquer ces communications, se seraient entretenues depuis longtemps à l'insu de Napoléon.